Il faut savoir que l'ONU, qui siège à New York, est sous un accord de siège, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord de siège qui a été signé entre les États-Unis et l'ONU. À savoir que ça permet en fait à l'administration américaine de savoir si les sessions peuvent être tenues, si elles respectent un certain nombre une charte, une espèce de charte où il y a des droits, de voir effectivement si ça ne viole pas, si c'est pas une organisation terroriste, etc. Donc, dans ce cadre-là, l'administration a dit « nous refusons », et je cite, « parce que l'autorité palestinienne ne respecte pas le processus, ne respecte pas ses engagements et n'est pas dans une volonté, dans une dynamique d'un processus de paix ». Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Maître Déborah Abitbol. Déborah, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venu dans notre studio de si bon matin. C'est pour une bonne cause, pour essayer de mieux nous faire comprendre ces développements diplomatiques qui s'est produit il y a de cela quelques jours avec la décision de l'administration Trump de ne pas octroyer de visa d'entrée à Mahmoud Abbas, à l'ensemble de la délégation palestinienne qui devait se rendre à l'Assemblée générale des Nations Unies dans les prochains jours. C'est tout à fait exceptionnel comme décision et donc je voudrais essayer de voir d'abord si l'administration américaine a véritablement, on va dire, les prérogatives nécessaires pour empêcher des Palestiniens de venir se rendre au Palais de Verre à New York. Oui, alors et je vais vous demander de vous approcher du micro, comme ça on vous entend bien. Alors effectivement, Daniel, c'est une décision inédite, on va dire, puisque la première fois que ça s'est produit, c'est-à-dire de mettre une interdiction de donner des visas à l'ensemble de la délégation de l'autorité palestinienne, c'était sous l'administration Reagan. Vous vous souvenez, Yasser Arafat avait été invité à l'ONU et les États-Unis s'y étaient fortement opposés. Dans ce cas-là, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que l'organisation de l'ONU avait quand même prévu d'inviter Yasser Arafat, mais avait dû délocaliser son invitation à Genève. Exactement. Donc, on voit que c'est une prérogative, oui, elle n'est pas toujours utilisée, mais l'administration Trump a le droit, et aujourd'hui s'est octroyé le droit, de pouvoir interdire à la délégation palestinienne de venir. Alors, d'où vient ce droit, effectivement? D'où vient ce droit? Il faut savoir que l'ONU, qui siège à New York, d'accord, est sous un accord de siège, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord de siège qui a été signé entre les États-Unis et l'ONU. À savoir que ça permet en fait à l'administration américaine de savoir si les sessions peuvent être tenues, si elles respectent un certain nombre une charte, une espèce de charte où il y a des droits, de voir effectivement si ça ne viole pas, si c'est pas une organisation terroriste, etc. Donc, dans ce cadre-là, l'administration a dit « nous refusons », et je cite, « parce que l'autorité palestinienne ne respecte pas le processus, ne respecte pas ses engagements et n'est pas dans une volonté, dans une dynamique d'un processus de paix ». Donc ça, il y a une connotation effectivement politique, mais nous le verrons de toute façon par la suite du développement. Mais cette prérogative, oui, elle appartient bien aux États-Unis. Elle avait fait l'objet effectivement également d'une décision qui avait été contestée. C'est une loi du Congrès, donc il faut le savoir que c'est quand même, ça a été formalisé, ça a été légiféré, et ce qui permet effectivement, ça a permis à cette fois-ci de ne pas, en tout cas de mettre un stop à l'autorité palestinienne pour ne pas avoir cette Alabama, si je puis dire, cette place d'honneur dans le cadre des futures reconnaissances. Alors, je vais essayer de mieux comprendre un peu le statut de l'ONU. Est-ce que on peut comparer le statut du Palais de Verre à l'ONU à un statut d'une ambassade ou d'un consulat? C'est-à-dire, est-ce que c'est une zone extraterritoriale au cœur du territoire, du domaine de juridiction de la ville de New York? Alors, on sait que l'ONU a un statut bien spécifique, c'est-à-dire que c'est une entité qui regroupe en son sein l'ensemble des pays qui ont été signataires de différentes chartes. Et il faut savoir également que elle n'a pas de décision contraignante, c'est-à-dire que une reconnaissance est une reconnaissance unilatérale. On le sait, Daniel, on a vu que la plupart des pays arabes et les pays d'Amérique du Sud ont fait cette déclaration unilatérale, ce qui permet en fait à chaque pays d'avoir une certaine assise dans le cadre de la politique internationale. Ils souhaitent savoir que leur voix est entendue, mais en soi, une décision d'une reconnaissance ne peut pas être unilatérale, on le sait puisque... Là, vous me parlez de la reconnaissance d'un État palestinien? La reconnaissance d'un État palestinien. Non, mais je voudrais revenir sur avant de parler d'État palestinien, parce qu'on va y revenir, mais l'ONU, est-ce que
on peut dire l'ONU a un statut semblable à celui d'une ambassade, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un veut s'y réfugier, ça existe, on se souvient de différents cas de personnalités qui se sont réfugiées dans des ambassades, c'est une zone extraterritoriale, par exemple l'administration d'un pays ne peut pas rentrer à l'intérieur de cette ambassade. Est-ce que c'est le même cas pour l'ONU? Non, ce n'est pas le même cas, puisque justement cet accord de siège permet aux États-Unis, en tant que toute puissance, d'interdire l'entrée sur ce territoire. Donc, effectivement, ils avaient pris la précaution en préalable de faire en sorte que c'est un territoire qui appartient quand même aux États-Unis, bien qu'il y ait certaines prérogatives, mais on le sait et on le verra, que le Conseil de sécurité est finalement le seul décisionnaire avec les États-Unis dès l'instant où il y a un veto. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de pouvoir coercitif ou de décision contraignante qui serait une des prérogatives de l'ONU. Oui, d'une certaine manière, ça confirme ce que vous nous dites, on va dire, le manque de pouvoir de l'ONU. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que nos confrères d'ActuJ appellent dans leur édition de ce matin le machin. C'était De Gaulle qui avait parlé de l'ONU en ces termes, et Ben Gurion parlait de Schmoum. C'est-à-dire, tout cela, c'est-à-dire, lorsque l'on creuse un peu, eh bien, on se rend compte que l'ONU, c'est une institution qui est certes représentative, mais qui n'a pas de véritable pouvoir. Alors, Daniel, c'est ça en fait. Toute la problématique, c'est que même si elle n'a pas de véritable pouvoir juridique, on est bien d'accord. Vous le savez, on va peut-être le rappeler pour nos auditeurs, que la reconnaissance de l'autorité palestinienne en tant que membre observateur a bien été actée en 2012. Et que dit cette résolution en 2012 qui lui a permis d'avoir ce statut d'observateur et donc de participer à des sessions quand bien même l'autorité palestinienne n'aurait pas le droit de vote, c'est que finalement, elle a délimité à l'intérieur de cette résolution l'autodétermination et la possibilité pour l'État de Palestine d'avoir un État qui ne soit plus un État occupé. Donc il y a effectivement des mots qui sont lourds de sens, qui sont actés dans des résolutions et qui a permis, de par ce statut qui a été reconnu en 2012, de donner des outils juridiques à l'autorité palestinienne et notamment d'adhérer au statut de Rome ce qui a permis justement à Pretoria et d'autres pays de se rallier à la cause palestinienne et de dénoncer des crimes de génocide en Palestine. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, elle a des outils juridiques qui lui permettent de faire valoir ses droits en tant qu'État. Donc oui, d'un côté, on n'a pas de reconnaissance juridique comme une déclaration d'indépendance d'Israël en 1948 avec un vote à l'ONU, mais à côté de cela, le statut d'observateur a permis des failles qui lui ont donné des outils juridiques. Je vais essayer de pousser un cas de figure jusqu'à l'extrême. Si Donald Trump, qui on le sait n'aime pas particulièrement l'ONU ou n'aime pas, on va dire, les institutions internationales de ce type, décide un jour de dire voilà, nous arrêtons notre contribution financière à l'ONU, qui est certainement très importante, et nous bloquons même toute l'activité de l'ONU à New York parce que nous estimons que l'ONU a un parti pris, par exemple, défavorable envers l'État d'Israël. C'est faisable ? Je ne pense pas que politiquement ça soit correct et je ne pense pas que matériellement parlant ça soit faisable. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des institutions qui sont annexes. Le Conseil des droits de l'homme, si vous voulez, par exemple, on connaît l'activité du Conseil des droits de l'homme. On sait qu'il est de manière presque récurrente anti-israélien et qu'il a une activité un peu particulière. C'est un Conseil des droits de l'homme qui est dirigé par des pays qui sont en général les plus grands les pays qui violent le plus facilement les droits de l'homme en général. Donc tout cela n'a pas beaucoup de sens. Et si par exemple, justement, un homme comme Donald Trump, qui est aussi imprévisible qu'on le sait, bien, un jour il devait décider de dire tout ça, il faut arrêter ce cirque de l'ONU mais je vais vous poser la question, Daniel, puisque si l'existence d'Israël repose sur cette déclaration de l'ONU de 1948, donc dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ils auraient une possibilité, les Palestiniens, de remettre en question, depuis le début, l'existence de l'État d'Israël, puisqu'on n'aurait plus de soubassement juridique, qui est quand même cette déclaration, qui est aujourd'hui à la Knesset, c'est une Megillah pour nous. Et c'est quand même la base qui nous a permis d'avoir cet État démocratique, quand bien même on est revenu sur notre terre. On pourrait dire, même presque historiquement, mais même si on ne fait pas de l'histoire ensemble tous les deux, c'est quasiment l'une des seules actions, on va dire, concrètes de l'ONU, c'est d'avoir
voté le plan de partage de la Palestine le 22 novembre 1947 et d'avoir permis ainsi la proclamation d'un État d'Israël. Tout à fait. Mais la difficulté également de cette Assemblée générale et des institutions de l'ONU, c'est d'avoir également en 67, et ça c'est quelque chose d'important puisque c'est tout ce qui nous a suivis pour la suite. En 67, il y a la résolution, je crois 67-19, qui est la résolution qui a été votée quelques mois après la guerre des 6 jours, et qui dit quoi ? Elle dit quoi, cette résolution en soi ? Elle dit qu'il y a une impossibilité d'acquérir les territoires gagnés par la guerre par Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'on l'a vu, sous la Seconde Guerre mondiale, les territoires d'Alsace et Moselle... Mais c'est 248 et 337 ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on reconnaît que dans le droit de la guerre, il y a un droit de conquérir les territoires de son ennemi et finalement de les annexer. C'est le droit de la guerre, donc c'est du droit international. Mais à côté de ça, on a mis un veto d'entrée à Israël de ne pas annexer des territoires. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité de reconnaître une annexion pour Israël. Donc on se retrouve bloqué et que finalement, depuis 67... mais si je ne m'abuse, c'est parce que l'État d'Israël, parce que l'ONU considère que l'État d'Israël, en 67, au moment de la guerre, était l'agresseur et pas l'agressé. Alors que, de facto, d'après la loi internationale, et même d'après de nombreux juristes qui sont spécialistes du droit international, le casus belli de la fermeture du détroit de Tiran à la fin du mois de mai 1967, eh bien c'était un casus belli qui forçait Israël d'une certaine manière à réagir. Et donc c'est pas Israël qui est l'attaquant, l'agresseur, mais c'est Israël qui est l'agressé et qui réagit. Et c'est une différence d'interprétation, mais sur le fond... Aujourd'hui, ce qui se passe avec cette résolution, c'est que même dans le cadre où on a été agressé le 7 octobre et qu'on est en train de conquérir Gaza, aujourd'hui, c'est considéré comme illégal. Pourquoi ? Parce que il y a toujours ce statut, cette définition de territoire occupé concernant la Judée-Samarie et concernant Gaza. Donc, même si Gaza a été évacué totalement. Même si Gaza a été évacué et qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on n'est plus dans le même cas de figure, on n'est pas l'agresseur, on a été l'agressé, donc on est venu pour défendre nos frontières et devoir donc éradiquer le Hamas, mais pourquoi il y a une telle révolte, il y a une telle coalition internationale contre l'État d'Israël ? Justement parce que Gaza est toujours considéré comme un territoire occupé et qui n'a pas le droit, que Israël n'a pas le droit de conquérir. Donc finalement, aujourd'hui, même si on a été agressé, on ne peut pas juridiquement conquérir ce territoire. En tout cas, selon les principes de l'ONU, puisqu'ils l'ont rappelé dans cette résolution 212, ils l'ont rappelé dans le cadre du statut d'observateur de l'autorité palestinienne, et que finalement, ces territoires ont de facto été reconnus par l'ONU, sans déclaration et sans vote, puisqu'on le sait, on va en discuter, qu'il faut un vote, il faut une proposition, et on en parlera justement toute la problématique de cette reconnaissance unilatérale par Macron. On va en parler maintenant. Concrètement, c'est pas par hasard qu'Emmanuel Macron va se rendre à l'ONU et que cette reconnaissance, elle va se faire dans le cadre de l'ONU. Le fait que ça se fasse dans ce cadre-là, ça donne plus de poids à une telle reconnaissance ? Alors, il faut déjà savoir que, comme je vous ai expliqué, les reconnaissances unilatérales qui ont été prononcées, il y en a, je crois, un peu plus de 120. Plus de 126, le sont pour que les États puissent affirmer une certaine légitimité sur la scène internationale. La France est en perte de vitesse, on le sait. La politique interne, sa politique arabe, la politique de la rue dépend de la politique internationale. Donc aujourd'hui, et ça a été aussi le discours des anciens chefs d'État, c'est que finalement, par rapport à ils ont repris évidemment les termes de la Convention de Montevideo, en considérant de manière unilatérale qu'il y avait une population, qu'il y avait des autorités, une économie et un territoire. Donc finalement, la France acte de façon unilatérale. Ce sont les conditions qui permettent de reconnaître un État. Exactement. Et donc, sous Macron, il a décidé de manière unilatérale de reconnaître l'État de Palestine. C'est une reconnaissance symbolique, bien évidemment, puisque si nous souhaitions reconnaître un État de Palestine avec des frontières déterminées, il faudrait aussi un gouvernement. On voit bien, de toute façon, Daniel, qu'il y a des problématiques au niveau des conditions, puisque vous vous rappelez qu'il y a eu un discours de Macron qui disait « on libère
les otages, et aujourd'hui ce n'est plus une condition préalable. Mais ça c'est parce qu'il le fait uniquement dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais si par exemple la France soumet ce projet au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a un autre statut, il me semble, qui a un statut plus contraignant, on va dire, il est possible que si par exemple les Américains décident de ne pas imposer leur veto, comme c'est en général le cas, ils imposent leur veto et donc contre toute résolution anti-israélienne. Si les Américains devaient décider, peut-être une autre administration que celle de l'administration Trump, devait décider de ne pas imposer son veto, est-ce que concrètement cela voudrait dire qu'un État palestinien existe et est reconnu? Alors concrètement, oui. Selon les principes. Ça voudrait dire quoi sur le terrain? Ça voudrait dire que dans ce cas-là, il y aurait une proposition et une proposition donc avec des éléments qui seraient plaidés en fait, puisqu'elle doit venir plaider à l'Assemblée de septembre. Donc je crois que ça sera le 22 septembre. Le 22 septembre. Le 22 septembre. Ce qui se passe, c'est que cette proposition, elle est enregistrée par l'Assemblée générale de l'ONU sous forme de résolution, mais évidemment, elle n'a pas de pouvoir décisionnaire. Cette résolution. De pouvoir contraignant. De pouvoir contraignant, en tout cas de déclaratif d'un État. C'est plutôt déclaratif. Et elle est soumise au vote du Conseil de sécurité et il faut, je crois, 9 votes sur 15. En revanche, comme vous dites, il faut, si parmi les membres du Conseil de sécurité... Les membres permanents, dont la France et les États-Unis, exactement, mettaient son droit de veto, effectivement, il n'y aurait pas de possibilité de faire, en tout cas, de reconnaître l'indépendance d'un État de Palestine. Mais si les États-Unis ne le mettaient pas, ce veto, effectivement, on serait dans une situation extrêmement délicate. C'est-à-dire, parce qu'il pourrait y avoir une reconnaissance de Gaza, une reconnaissance de la Cisjordanie, puisqu'il s'appuierait tout simplement sur des résolutions qui ont d'ores et déjà été votées. On le sait, l'État observateur pourrait accéder, alors on le sait qu'il y a eu aussi le veto des États-Unis, puisque d'État observateur, à plusieurs reprises, Mahmoud Abbas a tenté de demander de devenir un État permanent. Et la dernière fois qu'il y a eu un refus, c'était en avril 2024. Donc, ils n'ont pas de statut d'État. Mais effectivement, si c'était plaidé en Assemblée générale, il pourrait y avoir ce type de conséquences gravissimes. Pour résumer notre discussion, Déborah, c'est de dire l'ONU a tout de même quelques pouvoirs importants, même si il n'a pas, on va dire, la propriété par exemple, le domaine de zone extraterritoriale. Il conserve certains pouvoirs qui peuvent entraver, bien entendu, aujourd'hui, aller à l'encontre des intérêts d'Israël ou même des États-Unis. Oui, bien sûr. Et de toute façon, on le sait qu'Israël a été un des États les plus condamnés par l'ONU. Quand bien même, encore une fois, on le répète, il n'y a pas de pouvoir coercitif, pas de décision contraignante de l'ONU. On voit quand même les effets et la propagation d'une politique, en tout cas d'une volonté de montrer Israël en tant qu'agresseur. Donc il y a effectivement des conséquences, ce qui entraîne également des prises de position des États. Donc, et sur quoi se base en fait la France ou la Belgique lorsqu'ils décident de reconnaître un État de Palestine? Sur des résolutions passées. Donc il y a effectivement une certaine influence. Il y a une juridiction. Exactement, une influence. Et puis on le sait aussi quand même qu'il y a une cour internationale pénale. Et cette cour tire son pouvoir, tire ses prérogatives du statut de Rome, qui est donc rattaché à l'ONU. Et on le voit bien également aussi qu'il y a quand même des mandats d'arrêt et que certains pays respectent tout à fait ces mandats d'arrêt qui ont été édités par une cour pénale internationale qui donc a une certaine légitimité, en tout cas aux yeux de l'Europe et de certains pays. Eh bien, on le comprend après vous avoir entendu, Déborah, que la situation, on va dire, diplomatique, internationale et juridique d'Israël, elle est pas simple et elle risque même de se dégrader encore. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, bien entendu, mais merci beaucoup, Déborah, maître Déborah Abitbol, d'être venue dans ce studio pour nous expliquer ce dossier qui est particulièrement passionnant. Merci beaucoup. Merci.